we mamonsa, wole lisuba woye nina dekon. Akeli nandomi, bale la bae. Oh yeah, yeah, yeah. Tata me yene weni we. Oh yeah, yeah, yeah. Lisuba me yene weni we. We mamobe, wole lisuba woye nina dekon. Akeli nandomi, bale la bae. Oh yeah, yeah, yeah. Tata me yene weni we. Oh yeah, yeah, yeah. Lisuba me yene weni we. Oh lisuba tata me la wemboni, me la wemboni, me la wemboni tata Pascal Isuba, wataminzela. Bawe baniko samve, balasi we. Bete woye mo, bete kote lasi, abuame. Mosima le nyari, mosima le Congo, mosima la fike, mosima la po, mosima ampo waso. Oh ye ni kele ni, abuame. Oh yeah, yeah, yeah. Tata me yene wani we. Oh yeah, yeah, yeah. Isuba me yene wani we. Permettez qu'on puisse scander la devise du parti. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. Merci. Camarade premier secrétaire de l'UPADES, camarade président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, camarades présidents du comité d'honneur, distingués invités en vos rangs et qualités, militants et sympathisants, chers parents, mesdames et messieurs, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en sigle UPADES, organise les cérémonies marquant son 30e anniversaire et la fin du deuil porté en mémoire de son président fondateur, le professeur Pascal Issouba, ancien président de la République du Congo, qui nous a quittés voici exactement une année. En rappel, en juin 1991, le professeur Pascal Issouba fonde l'UPADES, dont la reconnaissance de l'existence juridique date du 19 novembre 1991 par le récépissé des déclarations d'association politique numéro 360/91 du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, avec pour membre fondateur lui-même le professeur Pascal Issouba, Simon-Pierre Kikungangot, Dominique Tamba, Augustin Poignet, Dominique Matanga et Claudine Munaret. La nouvelle formation politique a en son sein rassemblé de nombreuses figures de la classe politique nationale ayant participé à la conférence nationale souveraine. Entre autres, Martin Berry, Ngila Mungunga Kombo, Christophe Mukwege, Clément Mwamba, Victor Tamba Tamba, Marcel Depol Kikunga,
Pascal Ngamassa, Pascal Tatimabiala, etc. Le professeur Pascal Lissouba a également convaincu une bonne partie de la jeunesse de la classe politique de l'époque à les rejoindre dans son action. Après la mise en place des organes de son parti, il repart en France pour prendre sa retraite à l'UNESCO, laissant ainsi ses lieutenants, entre guillemets, le soin d'implanter territorialement le parti. D'ailleurs, un message sur les 30 ans de l'existence de l'UPADES sera livré incessamment par la voie autorisée. Malheureusement, les militants et sympathisants de l'UPADES et par ricochet le peuple congolais tout entier ainsi que l'opinion internationale ont été surpris par la triste nouvelle annonçant la disparition tragique de ces grands hommes d'État, hommes de science. J'ai cité le professeur Pascal Lissouba. C'était, mesdames et messieurs, le lundi 24 août 2020, aux premières heures de la matinée, à Perpignan en France, où, une semaine plus tard, il a été provisoirement porté en terre, hélas, le lundi 31 août 2020, alors que les militants et sympathisants de son parti avaient encore besoin de lui. C'est ainsi qu'un deuil a été porté par le parti en sa mémoire, après avoir organisé dignement une cérémonie d'hommage et de recueillement dans cette même salle le jour des obsèques. À présent, j'invite ici et maintenant, très respectueusement, le camarade premier secrétaire de l'UPADES de bien vouloir prendre la parole pour son mot sur les 30 ans de l'UPADES. Mes chers camarades, la création d'un parti politique de rassemblement, beaucoup plus que des sens idéologiques bien trempés, a toujours été le paradigme de sa pensée politique. Visionnaire comme tous les grands esprits, il a porté un rêve, celui de donner à son pays ce qu'il avait de meilleur, en contribuant à la réalisation de ces deux saints que l'on retrouve dans ce triptyque: l'unité et le développement à l'intérieur du pays, la crédibilité à l'extérieur. Cet homme, c'est Pascal Lissouba. Sans doute le phénix de sa génération dont nous célébrons aujourd'hui la pensée et l'action politique. Pendant ces 2 journées de réflexion et de réjouissance, nous lui accorderons toute notre attention de manière plus éclatante que nous ne lui avons consacrée jusqu'à ce jour. Avec beaucoup d'apparat certes, mais avec objectivité, sans verser dans le culte de la personnalité qui lui répugnait d'ailleurs. Ainsi, en ce moment solennel, chargé d'émotions, et au nom de toute la famille UPADES rassemblée en cette enceinte qui porte son nom, j'ai l'insigne honneur de prononcer l'éloge du président fondateur de notre parti, de lui renouveler nos sentiments de gratitude, de lui témoigner toute notre affection pendant ces 2 événements couplés, à savoir le 30e anniversaire de la création de l'UPADES et le retrait de deuil porté en sa mémoire depuis l'annonce de son décès à Perpignan le 24 août 2020. Mais avant tout, je vous invite très respectueusement à observer une minute de silence pour le repos de son âme. Je vous remercie. Sur Pascal Lissouba, l'éminent professeur, l'homme des sciences, l'érudit, l'homme politique, tant de choses ont été dites et écrites,
tant d'articles de presse ont été publiés, tant d'émissions radiophoniques ont été diffusées, dont la plus récente, celle d'Alain Foucault, journaliste de RFI et grand archiviste que beaucoup d'entre nous ont suivi il y a si peu. Brillant orateur, quel plaisir à l'écouter. Excellent rédacteur, quel bonheur à le lire. À la vérité, nous n'en dirons pas plus et mieux que ce que vous avez déjà entendu de l'homme. Aujourd'hui, nous le complétons simplement par les témoignages vivants de grandes personnalités d'horizons divers que nous avons sélectionnés pour la circonstance et qui l'ont parfaitement connu. En tout état de cause, nous laissons aux historiens, aux sociologues, aux philosophes, avec la rigueur qui caractérise leur discipline, poursuivre la revue de l'œuvre de Pascal Lissouba et d'en tirer toute la substance. S'agissant de l'UPADES, son parti, son instrument de combat, comment ne pas être émerveillé par cette belle page d'histoire qui s'apparente tantôt à un conte de fées, tantôt à un roman de la littérature espagnole que l'on retrouve dans l'œuvre de Cervantes par son côté tragique face aux épreuves endurées, la guerre, l'exil, la perte cruelle du pouvoir. Au demeurant, l'UPADES, dont l'étoile ne pâlit pas en dépit des attaques et des contre-performances électorales enregistrées au dernier scrutin, demeure une force politique incontournable dans le paysage politique congolais. Son ambition toujours affirmée de reprendre le pouvoir demeure son objectif stratégique. La détermination, la patience, le sacrifice, la fébrilité de sa jeunesse en formation continue sont autant d'atouts et de gages qui nous laissent espérer des lendemains meilleurs. Pour la petite histoire et pour ceux qui l'auraient oublié, l'UPADES est créé le 15 juin 1991 au crépuscule de la Conférence nationale souveraine par le professeur Pascal Lissouba. Il faut cependant remonter le cours de l'histoire politique du Congo pour comprendre le processus qui a abouti à son avènement. Cette grande messe qui marque un tournant décisif dans la vie politique congolaise et qui signe le retour en politique de Pascal Lissouba, absent de son pays pendant près d'une quinzaine d'années, n'en aura été que l'opportunité historique et le déclencheur réel. L'avènement de l'UPADES se place aussi dans le contexte de la fin de la guerre froide, avec toutes les conséquences qui l'ont accompagné en Afrique, à savoir l'exigence démocratique et la restauration du pluralisme politique. À cet égard, l'UPADES est bien la fille de la Conférence nationale souveraine de 1991, mais elle est aussi l'arrière-petite-fille de la nouvelle politique coloniale française mise en œuvre au lendemain de la libération et consacrée dans la Constitution de la 4e République. Celle-ci autorise la création des partis politiques dans les colonies, devenues des territoires d'outre-mer, où la revendication démocratique se faisait pressante après 1946 et surtout au début des années 50. Ainsi, on assiste à la naissance de la SFIO, ancêtre du MSA, affilié au Parti socialiste français, du PPC, allié du Parti communiste français, et plus tard de l'UDDA, d'essence gaulliste, donc de la droite française, alors que les deux premiers étaient de gauche. Toutes ces timides réformes coloniales prennent corps dans une grande réforme audacieuse qui marque une avancée significative avec la loi cadre de Gaston Defferre, alors ministre français de l'Outre-mer dans le gouvernement Guy Mollet. Au terme de cette loi, une partie de la gestion des affaires locales, y compris politiques, sont transférées au territoire avec l'institution des conseils de gouvernement. Après la proclamation dans la douleur de la République du Congo, le 28 novembre 1958, suivi des événements sanglants de 1959, de ces trois partis politiques influents, à savoir la SFIO, le PPC et l'UDDA naissante, seul ce dernier s'imposera sur la scène politique congolaise pour devenir un parti unique de fait jusqu'à la révolution des 13, 14 et 15 août 1963. Le MNR, nouveau parti créé en 1964, confirme d'une part l'inclination monopartite de la République du Congo et d'autre part la suprématie de la gauche avec ses deux principales variantes, le socialisme à visage humain
et le socialisme scientifique d'obédience marxiste. Au total, de 1964 à 1991, soit 27 ans durant, le Congo, comme toute l'Afrique indépendante, à quelques exceptions près, a vécu sous le régime du parti unique d'orientation socialiste et notoirement marxiste. Tous les cadres politiques de cette génération n'auront connu que ce système politique. C'est pourquoi, créé en 1969, le PCT constitue le socle de fondation ou l'abreuvoir de la plupart des partis politiques congolais actuels. L'UPADES et son fondateur n'en ont pas échappé, quoiqu'ils se soient fondamentalement éloignés des pratiques inhumaines et crapuleuses de cet ancêtre. Mesdames et messieurs, distingués invités, assumant désormais et pleinement son retour en politique, Pascal Lissouba n'a pas traîné à réajuster sa stratégie afin de donner les moyens de réaliser son ambition. Quelques jours après la fermeture du banc de la Conférence nationale, lui qui refusait de s'enfermer dans les carcans des partis politiques, prit enfin la résolution d'en créer un. C'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en sigle l'UPADS. Il surprit en cela plus d'un observateur de la vie politique congolaise. En effet, Pascal Lissouba, qui refusa de siéger au bureau politique du MNR, fonction escalité qui lui revenait de droit, en tant que Premier ministre du gouvernement de 1963 jusqu'à sa démission en 1966, créera la surprise. Et d'ailleurs, ils étaient nombreux à le dissuader. Peine perdue pour ses Cassandres, Pascal Lissouba écouta son cœur et suivit son destin. La création de l'UPADES est la suite logique du combat de Pascal Lissouba, combat qu'il mène donc historiquement pendant près d'un quart de siècle au centre d'un groupe dit groupe Lissouba, en comparaison au groupe Noumazalaï, qui devint rapidement son rival au sein du pouvoir qu'ils avaient en partage. À la tête de ce groupe, Pascal Lissouba se fera remarquer par la qualité de ses exposés sur des sujets divers et surtout son talent oratoire qui attirait tant de monde les dimanches matins dans la salle de la direction de l'information. C'est donc ici qu'il convient d'énumérer les noms des compagnons de Pascal Lissouba dans cette construction intellectuelle et politique. Des compagnons qui, longtemps avant le 15 juin 1991, date de la création de l'UPADS, portaient certainement en eux ce projet de création d'un parti politique pendant des années. Ils l'ont côtoyé, régulièrement fréquenté. Et pourquoi n'aurait-il pas envisagé la création d'un parti politique? Quoi qu'il en soit, l'idée n'avait jamais été ouvertement exprimée. Ses compagnons ont bénéficié de sa confiance. En retour, ils l'ont suivi et partagé ses peines dans les années de braise, lorsque sa tête était mise à prix. Ils ont subi des brimades au sein de l'administration publique congolaise, où les fonctions de responsabilité leur étaient refusées. Il s'agit, sans préséance aucune, vous en excuserez, de Simon-Pierre Kikungangot, Maurice Stéphane Bongonoira, Dominique Matanga, Augustin Poignet, Dominique Tamba, Christophe Mukweke, Yves Ibala, Mungunga Ngilan Kombo, Daniel Tsangou, Martin Kipon Kunga, Marshal de Paul Ikunga, Yvonne Ngolo Lembe, Claudine Munari, Alphonse Niangoula, François Ankoura, Jean Itadi, Raymond Mbaka et bien d'autres non moins importants. Le temps, hélas, ne me permet pas de les énumérer tous. Que tous ces pionniers de l'UPADES et du combat politique de Pascal Lissouba trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Avec l'avènement de la démocratie, ses compagnons avaient créé avant son retour au pays deux formations politiques. Il s'agit de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, dirigée par Pierre Nzé, et le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, RDPS, par Jean-Pierre Tisser-Tchikaya. Ces deux formations qui n'ont pas su fondre en une seule, malgré l'insistance de Pascal Lissouba à son arrivée, constitueront la matrice de son parti politique auquel il donna le nom de l'UPADES. Mes chers camarades, l'UPADES n'est pas créé dans le seul but de gérer le pouvoir, de le conquérir et de le gérer ensuite. C'est aussi un instrument
que le professeur Pascal Lissouba entendait mettre au service de la cause panafricaine pour poursuivre le combat de ces prestigieux dévanciers que sont Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, Jomo Kenyatta, Barthélemy Boganda et autres. Quant à la philosophie de ce nouveau parti, le professeur Pascal Lissouba la décline clairement dans la déclaration de création de l'UPADES en affirmant, je cite, « Je me suis autorisé à créer un parti politique dénommé Union panafricaine pour la démocratie sociale sur une double base unifiée et fédérale. Unifiée du fait de la détermination de certains partis et associations politiques à mettre en commun la poursuite de leurs objectifs sur la base d'une même vision du monde et de la société congolaise, sans exclure la manifestation des sensibilités. Fédérale, du fait qu'il subordonne la collaboration ponctuelle ou à long terme à des négociations sur le plan local et national avec d'autres partis et associations politiques, restait à en définir la ligne idéologique. C'est au congrès inaugural de 1995 que les statuts actualisés du parti en donnèrent les contours aux articles 16 et 17 qui disposent respectivement, je cite, « L'UPADES souscrit à l'économie de marché, mais elle considère que l'État a le devoir et le droit d'orienter, de réguler, d'encadrer et de promouvoir l'économie nationale. » Et de poursuivre, je cite encore, « L'UPADES est un parti de progrès. Son action trouve son fondement dans les principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte congolaise des droits et libertés et la Charte congolaise de l'unité nationale. Ces principes sont entre autres la liberté, la démocratie, la justice sociale, l'égalité des chances et la solidarité. Ainsi prend forme l'orientation sociale démocrate de la vision politique et sociale de l'UPADES. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'ambition de tout parti politique est d'accéder aux plus hautes responsabilités publiques. Peu de temps après sa création, l'UPADES se lance dans la bataille électorale à travers une série d'échéances organisées par le gouvernement de transition. À l'issue du référendum qui adopte la Constitution du 15 mars 1992, l'UPADES s'affirme comme une force politique incontournable lors des élections locales et municipales de mai 1992 et remporte quasiment la totalité des sièges dans les pays du Niari, la majorité dans plusieurs arrondissements de Pointe-Noire et réalise une percée remarquable dans le nord, notamment dans la cuvette ouest et dans la Sangha, ce qui lui donne la stature d'un parti national et renforce son implantation territoriale. La marche vers le pouvoir était désormais irréversible, d'autant que cette percée électorale se confirmera aux législatives de juin 1992 où l'UPADES arrive en tête. Le couronnement, c'est bien sûr l'élection présidentielle qui le crédita de plus de 60% des suffrages des Congolais du nord au sud. Mais le plus difficile était à venir. En effet, l'État dont hérite Pascal Lissouba ressemblait à un champ de ruines. Malgré cette situation, il se mit au travail en application de son programme de gouvernement tel qu'il avait soumis au suffrage des Congolais. Et par un effort de stabilisation d'abord, de relance par la suite, en dépit des choses-trappes et de la guerre civile ouverte qu'il affronta, il réussit à redresser le pays en si peu de temps. Avec l'appui du Fonds monétaire international, institution avec laquelle il conclut un programme à court et moyen terme, qu'il exécuta d'ailleurs à la satisfaction de cette prestigieuse institution internationale. Pascal Lissouba parvint à des résultats spectaculaires dans le redressement du cadre macroéconomique, dans la gestion de la dette abyssale héritée de son prédécesseur, la plus lourde par tête d'habitants au monde, et dans l'augmentation des recettes hors pétrole. Cerise sur le gâteau, il réussit à renégocier les contrats pétroliers et adopte un nouveau code minier qui introduit le système de partage de production avec les sociétés pétrolières. Le pari semblait gagné, comme il avait promis au peuple congolais. Mes chers camarades, aujourd'hui, l'UPADES est définitivement privé de son leader charismatique qui, depuis le 30 août 2020,
repose en paix, loin des siens. C'est ici l'occasion d'appeler les militants à une prise de conscience, puisque ce vide peut avoir des conséquences dans la poursuite de notre marche si les comportements des uns et des autres s'éloignent chaque jour des objectifs que nous nous sommes assignés. C'est pourquoi, m'appuyant sur les conclusions de la dernière session du Conseil national de janvier dernier, je réitère mon invite au rassemblement de toutes nos forces de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Le retour sans exception et sans condition de tous nos anciens camarades du parti qui le désirent est l'une des préoccupations actuelles de la direction de l'UPADS. Pour cela, j'encourage le président du comité de conciliation pour l'unité et le rassemblement, le SÉCUR, et lui apporte tout mon soutien pour le travail déjà battu en si peu de temps, dont nous souhaitons recevoir les résultats à mi-parcours avant d'en décider au prochain Conseil national. De notre cohésion dépendront les succès ou les échecs de demain. Il est donc de la responsabilité de tous, militants à la base comme dirigeants au sommet, de privilégier l'UPADS et de comprendre les enjeux politiques qui imposent une autre attitude si nous voulons redonner de l'espoir à nos militants et à l'ensemble du peuple congolais. Nous avons le devoir militant de nous impliquer dans la vie du parti et de prendre d'assaut les structures intermédiaires et de base. Le bon militant n'est pas celui qui critique à distance, mais plutôt celui qui prend une part active dans l'animation des fédérations, des sections, des sous-sections et des cellules du lieu de sa résidence. Malgré la conjoncture financière difficile, la direction du parti fait des efforts pour ramener l'UPADS vers la base à travers une campagne de restructuration commencée depuis déjà quelques années. En effet, dès sa création, l'UPADS s'était doté d'une organisation territoriale qui avait permis sa présence sur l'ensemble des régions et districts du pays. Cette organisation territoriale, qui se nourrissait du charisme personnel du professeur Pascal Lissouba, son président fondateur, n'était pas solidement ancrée pour résister aux troubles sociopolitiques que le Congo a connus suite au coup d'État du 5 juin 1997. Ce cataclysme a durablement désorganisé le parti sur le territoire national en forçant à l'exil l'essentiel de ses dirigeants, mais aussi en étant la cause des pratiques antidémocratiques utilisées par les vainqueurs pour être les seuls maîtres du jeu politique. La relance des activités suscitées par les congrès extraordinaires tenus en 2006, en 2009 et 2013 n'a pas favorisé la réinstallation effective du parti sur l'ensemble du territoire national à cause des contraintes liées à l'insuffisance des moyens et à l'évolution sociologique et politique du pays due aux conséquences de la guerre. C'est dans ce contexte, marqué par le désintéressement grandissant des populations vis-à-vis de la politique, et malheureusement, les militants de l'UPADS n'en font pas exception, que la direction nationale s'emploie à réorganiser le parti et à poursuivre l'installation de ces organes dans la limite des moyens financiers disponibles en tenant compte des réalités de chaque département, district et village. Conformément à la nouvelle carte politique, l'UPADS compte 13 coordinations départementales, dont l'une à l'extérieur, qui prend en charge l'Europe et l'Amérique, avec pour siège à Paris. En somme, il apparaît clairement que l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire est une activité qui se poursuit. Des bons résultats d'implantation sont présentement enregistrés dans les départements du Niari, de la Bouenza, de la Likoumou et de Pointe-Noire, d'assez bons à Brazzaville et très encourageants dans la Sangha et dans la cuvette ouest. Les résultats dans le Poul, les plateaux, la cuvette centrale et la Likwala sont en deçà de nos attentes, mais pourront rapidement évoluer, notamment dans les plateaux où l'on constate un frémissement prometteur. Mes chers camarades, au moment où nous quittons le deuil porté en mémoire de notre chef, et comme toute organisation politique ayant une ambition, nous avons plusieurs défis à relever, dont principalement celui de la gouvernance électorale avec les amis de l'opposition ici présents. Mais aussi en interne, il nous faut continuer la modernisation du parti en accentuant la place de la jeunesse et des femmes, tout en poursuivant son implantation
ans d'existence, c'est un âge accompli pour que l'UPADES sorte définitivement de querelles qui l'ont tiré vers le bas. Cependant, nonobstant les défis à relever, nous devons avoir confiance en nous et en notre avenir, qui n'est pas compromis, loin s'en faut. Nous tourner résolument vers l'avenir, c'est croire en notre jeunesse, qui constitue aujourd'hui la relève de l'UPADES. Cette jeunesse, il faut le dire, commence à prendre ses responsabilités et s'implique de plus en plus dans la gestion du parti. C'est la preuve que l'UPADES a encore de beaux jours devant elle. Il nous faut continuer à encadrer cette relève afin de lui donner les armes nécessaires pour la poursuite du combat de la reconquête démocratique du pouvoir. Le prochain congrès rajeunira davantage l'UPADES, tout autant qu'il mettra sur orbite un nombre important de femmes, y compris en application du système de discrimination positive que nous avons adopté, qui a si bien réussi sous d'autres cieux. Toutefois, il appartient aussi à la femme de l'UPADES elle-même de quitter le complexe d'infériorité et de s'affirmer. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes chers camarades, en conclusion, cela fait une année qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui, le président fondateur de notre parti. Dans moins de 24 heures, nous allons retirer le deuil symbolique porté en sa mémoire. En réalité, nous continuerons à porter ce deuil dans nos cœurs. Irremplaçable, le président Lissouba l'est pour nous, ses contemporains. Pour autant, nous devons regarder vers l'avenir, éclairé par sa vision, afin que ses idées affermissent notre engagement et réaffirment notre détermination. L'UPADES, instrument politique qui nous lègue, constitue une perspective pour notre pays, en ce que notre parti possède un programme, certes adaptable aux évolutions sociétales, mais capable de contribuer à l'essor sociopolitique et économique du Congo et de sortir notre pays du marasme actuel. Nous prenons ici et devant vous l'engagement de poursuivre l'œuvre intarissable de Pascal Lissouba, de ses idées, son parti en particulier. Tous unis, nous en sommes capables. Tous unis, nous en sommes capables. Yes, we can. Vive l'UPADES, vive les idées de son président fondateur. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Monsieur le Premier secrétaire de l'UPADES, cher aîné, mesdames et messieurs, je voudrais dire au présentateur que je suis un ancien ministre. En tout cas, je vous remercie de l'immense honneur que vous m'avez fait en me donnant la possibilité de venir ici et faire un témoignage sur le président Pascal Lissouba. Je ne puis évoquer cet illustre personnage qui a présidé aux destinées de notre pays sans faire référence à un moment qui fut un tournant décisif dans ma petite vie professionnelle. En effet, vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier secrétaire, en 1994, le gouvernement venait de signer un accord après de rudes négociations avec le Fonds monétaire international pour un programme d'ajustement structurel renforcé après déjà celui de 1986. Ce programme reposait sur l'assainissement des finances publiques et les réformes économiques, dont la composante essentielle portait sur le désengagement de l'État congolais du secteur productif et marchand à travers le processus de privatisation des entreprises publiques. Un comité de privatisation présidé par le ministre de l'Économie et des Finances, Mungunga Mkombongila, paix à son âme, fut mis en place, avec comme organe technique le secrétariat permanent du comité de privatisation que dirigeait M. Félix Ngoulou, supervisé par une structure qui a été
disons, étudiée et mise en place par la Banque mondiale, intitulée « Projet privatisation » que coordonnait M. Mabiala Ngulu. Paix à son âme. Contractualisé dans le cadre de ce processus comme consultant communication, j'ai fait la connaissance de Madame Mireille Lissouba, conseillère diplomatique et de la privatisation auprès du président de la République, membre du secrétaire permanent du comité de privatisation, chargé du secteur des postes et télécommunications, responsable de la cellule communication du comité de privatisation. En tant que consultant, j'étais par conséquent son collaborateur et je lui rendais compte du travail que j'effectuais. L'ambition du président Pascal Lissouba était de réformer l'économie congolaise dans son volet des engagements de l'État, des secteurs productifs et marchands en 2 ans. Vous l'avez évoqué. Le rythme de travail était intense, élevé, mais passionnant, parce qu'on avait le sentiment de façonner un peu le devenir économique de son pays. Et moi, j'étais juste un petit gamin comme Jérémy, et je participais à ça, c'était un privilège énorme. Alors, un samedi après-midi, Madame Mireille Lissouba avait réuni toute l'équipe en sa résidence pour préparer une revue à mi-parcours qui devait être faite par une équipe de la Banque mondiale attendue à Brazzaville. Il fallait donc, en termes de performance, être très proche de la matrice des actions que le comité de privatisation devait réaliser, car le ministre Mongonga veillait au grain et Mireille de son côté aussi, avec quelques pressions de la part de son père, je me permets de le dire. Alors, le président Pascal Lissouba arriva de façon impromptue, parce que cela faisait quelques semaines qu'il n'avait pas vu sa collaboratrice. Alors, nous trouvons en pleine séance de travail, il fit illico presto demi-tour, en marmonnant « Oh, vous êtes en plein travail, je ne vais pas vous déranger, excusez-moi. » Alors, Mireille Lissouba se leva prestement pour le rattraper par son bras gauche en lui disant « Monsieur le Président, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » Alors, il fit demi-tour, mais nous étions intimidés et à la fois interloqués par cette scène. Alors sa fille nous demanda de venir le saluer et commença à nous présenter les uns après l'autre. Il se trouve que dans mes discussions avec Mireille Lissouba, j'avais expliqué que mon père avait été en 1965, Maurice Akwala, sous-préfet à Mvouti, où j'ai moi-même été à l'école primaire, donc mon CP1, je l'ai fait à Mvouti, et que le doyen Kikungangot, père son âme, était également un ami à mon père. Le président s'adressa à nous, en quelques mots, pour nous expliquer sa détermination à réformer notre économie et qu'il était indispensable, dans le cadre de la stratégie de communication, donc mon travail, d'expliquer aux travailleurs et syndicats des entreprises publiques qui avaient été formatés au dogme de la trilogie déterminante. Donc il fallait leur expliquer que cette transition systémique devait se faire avec leur adhésion. Elle devait se faire avec leur accompagnement en les apprenant à élaborer les plans sociaux, ce qui était une première dans notre pays et même en Afrique. D'après lui, ce processus était difficile, mais il devait se faire. Nous n'avions pas le choix, même s'il était conscient du fait que sa réalisation en 2 ans était une gageure. Il nous exhorta au travail, puis s'en alla. Donc, monsieur le premier secrétaire et mon secrétaire général, mesdames et messieurs, chers parents, le Congo est une grande famille. Et c'est au titre de l'amitié que j'ai pour Mireille, qui aujourd'hui, je la considère comme une sœur, que je suis là, pour dire que nous devons tous ensemble tirer les leçons des vicissitudes de notre histoire commune. Vous l'avez
évoqué, Monsieur le Premier secrétaire. Le président Pascal Lissouba représente, comme tous ceux qui l'ont précédé, tout comme ceux qui l'ont succédé, une borne, un repère indéniable. Par mon petit témoignage, je souhaiterais et je voudrais que l'on retienne de cet homme son ambition pour les réformes, son ancrage à la modernité, sa vision prospective sur l'évolution des sciences et de la technologie, au point d'entrevoir et de prévoir même la technosociété dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On peut aisément dire qu'il était un peu en avance sur son siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après l'intervention de M. Alain Kuala Tipo, ancien ministre, merci. Le tour revient à M. Bonaventure Mbaya, ancien ministre. Monsieur le Premier secrétaire de l'UPADES, mon très cher aîné et camarade Pascal Tsati-Mabiala, très chers camarades, membres de la direction politique de l'UPADES, mes très chers parents, membres de la famille de son Excellence Pascal Lissouba, mes très chers amis et connaissances de la famille Lissouba, distingués invités, en vos diverses fonctions, grades et qualités, représentants des partis et associations politiques, très chers camarades, militants et sympathisants de l'UPADES, bonjour, je vous salue tous. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de cette cérémonie du retrait de deuil du président Pascal Lissouba, cérémonie qui célèbre aussi le 30e anniversaire de l'UPADES. Moi, Bonaventure Mbaya, ancien ministre de Pascal Lissouba, j'interviens ici aussi en tant qu'ancien étudiant du professeur Pascal Lissouba. J'étais effectivement son étudiant en 1973-1974, en première année à la faculté des sciences du CSB. À l'époque, l'université de Brazzaville s'appelait le CSB, avant de devenir l'université Marien-Ngouabi. Le CSB, c'est-à-dire le Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville. Le professeur Pascal Lissouba était notre professeur de biologie, de biochimie et de génétique. Il était également le doyen de la faculté des sciences. Il avait à l'époque, pendant que nous étions étudiants, autorisé l'inscription du président Marien Ngouabi, qui était le chef de l'État. Marien Ngouabi a été étudiant de Pascal Lissouba avec moi. Nous étions à la faculté des sciences alors qu'il était président de la République. Pour la première fois, on a vu qu'un chef de l'État qui n'avait pas eu la formation universitaire pouvait devenir étudiant tout en étant chef de l'État. Marien Ngouabi venait à la faculté des sciences comme étudiant alors qu'il était président de la République. Le président de la République, Marien Ngouabi, était à ce moment-là enseigné et encadré en tant qu'étudiant par ceux qui étaient les assistants de la faculté des sciences. Dans cette période-là, où il avait autorisé l'inscription du président Marien Ngouabi comme étudiant à la faculté des sciences, le professeur Lévi Makani, qui était notre professeur de botanique et de biologie végétale, était l'adjoint du doyen de la faculté. Rodolphe Adada et Anaclé Tomambe étaient nos assistants. Ils nous enseignaient, nous étions leurs étudiants
Rodolphe Adada était notre assistant en mathématiques, qui nous enseignait les mathématiques. Anaclet Chomambe nous enseignait la physique et chimie. Le décès du président Pascal Lissouba m'avait donc très durement éprouvé et bouleversé, car il est décédé dans la période où nous comptions repartir lui rendre visite à Perpignan avec mes frères Jean-Bruce Maboussou, qui est en Angleterre, et le docteur Olivier Pambou, avec qui nous lui rendions régulièrement visite, et nous l'avions visité quelques mois avant son décès. Nous sommes très attachés au président Pascal Lissouba, comme moi je le suis aussi à nos pères et aînés, comme André Milongo Nsatouabantou, Bernard Kolelas et Jacques Joachim Yombi Opango, Jean-Michel Bokamba Yangouma, Stéphane Bongonoara, Charles David Ganao, Lambert Galibali, Paul Kaya et Mungunga Angila Kombo, qui nous ont encadrés dans notre carrière politique et qui aujourd'hui sont aussi décédés. Nous rendons hommage à tous ces aînés politiques en ce jour, à l'occasion de ce retrait du deuil de notre très regretté président Pascal Lissouba. Un retrait de deuil qui, pour moi, n'est que symbolique, dans la mesure où le Congo n'a pas rendu hommage à son Excellence, Monsieur le Président Pascal Lissouba, qui est jusqu'à présent le premier et unique président élu démocratiquement depuis la Conférence nationale souveraine. Et dont le décès n'a pas fait l'objet, le décès n'a pas été honoré au plan national, ni par un deuil national que le pays aurait pu décréter, ni par une simple mise en berne du drapeau national. Donc pour nous, qui sommes les héritiers intellectuels et politiques de Pascal Lissouba, il est important que nous continuions notre réflexion pour déterminer avec sa famille quand et comment allons-nous organiser l'exhumation et le rapatriement de sa dépouille mortelle qui devra alors déclencher pour nous le deuil national, des funérailles et une réinhumation, comme il nous l'a dit à moi et à Olivier Pambou avant sa mort, une réinhumation de son corps à Tingidi ou à Dolisie, où nous érigerons également le mausolée du président Pascal Lissouba. Un mausolée qui, dans la paix, la concorde et l'unité nationale, éternisera le président Pascal Lissouba dans la mémoire historique du Congo. À cette occasion, nous célébrons aussi le 30 ans de l'UPADES. Je souhaite un heureux et joyeux anniversaire à l'UPADES et je souhaite en même temps que cet anniversaire déclenche aussi la résurrection de Pascal Lissouba à travers la restauration par l'UPADES de sa vision et de son projet pour le Congo, le projet où le président Lissouba nous apprenait qu'on pouvait faire du Congo une petite Suisse. Le Congo, la petite Suisse, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Une vision et un projet de Pascal Lissouba que nous avons adopté au sein de l'Alliance social-démocrate du Congo. Vive le président Pascal Lissouba, vive l'UPADES. Je vous remercie de votre bien-aimable. À présent, nous passons la parole au professeur Grégoire Lefouba, ancien ministre. Mwana Mboka, merci beaucoup. À l'énoncé des intervenants, j'ai eu à observer une gradation qui a commencé par le ministre Akwala, par le ministre Maya, ensuite Lefouba que je suis,
Ikunga et le doyen Gamasa. Je trouve cette graduation intelligente et je voudrais vous dire ceci. Il est très difficile de parler de sa propre mort, de l'évoquer. Tel est mon cas. L'homme dont il est question ici pouvait être interprété à partir de 5 mots-clés. Intelligence, courtoisie, patriotisme et solidarité. L'homme dont il est question aujourd'hui est un phénomène au sens magique du terme, du surgissement dans l'enveloppe de l'univers de notre pays. Évoquer et prononcer le nom identitaire de Pascal Lissouba engage de la part de l'intervenant que je suis respect, douceur et surtout jouissance du souvenir. Exercice redoutable en ce qui me concerne, car il me semble bénéficier de l'onction de sa part, tant le passé lointain de nos origines en partage atteste cette difficulté. Il ne s'agit pas d'une simple allitération quand il est question d'articuler distinctement nos noms. Le sien, très prestigieux, Lissouba, et le mien, dans le train du premier, les Fouba, présentent des similitudes. Selon l'intonation, c'est la même racine, et selon les lieux de vie, c'est-à-dire à la fois l'aigle pour le premier et le débordement pour le second, l'aigle qui vole haut et qui déborde. Telle est la quintessence du nom Lissouba, les Foba. La douceur du temps d'aujourd'hui me rappelle le moment de l'exécution de la manière au slogan Yabakolère V. Que vous dire? Première rencontre avec Lissouba en 65. Je suis à l'école primaire. J'ai l'avantage d'avoir séjourné à Libreville où la langue nationale c'est le français. Il m'a été donné de présenter le discours de bienvenue à Pascal Lissouba. Un homme très clair qui était en jean m'a pris par la main. Et ce monsieur, après la bienvenue officielle, était dans le hangar du village. Il laissait les paysans parler, il souriait. Un vieux qui était tout à fait alerte, soupçonnait qu'il comprenait tout ce qui se disait. Et les paysans se sont tus. Et lui s'est dévoilé. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu un premier ministre passer 4 jours dans un petit district, dans le village. Deuxième moment, c'est quand je suis étudiant. C'est Sianar Sévère qui m'entend souvent parler de Lissouba à Boao, à Mofunda et Ibovi, et qui m'amène le livre qu'il venait de publier, Conscience de démocratie et développement. Livre qui fut interprété de diverses manières et qui est réellement l'outil par lequel il faut comprendre les clés de la politique congolaise. Je pourrais même extrapoler en Afrique. Ben, c'est tout à fait clair, monsieur le Premier secrétaire, que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on passe par les meetings. Et lorsqu'on ne le comprend mieux, on écrit contre ce qui a été écrit, ce qui n'est pas fait jusqu'à maintenant. Trébiclas, il faut un mot pour les jeunes dames, que je connais certaines, pour les Jérémie et autres. Il expliquait ceci, que dans la situation actuelle, le paysan de Dongou, de Foroussé, de Wesso, en situation de grève pour l'amélioration des conditions de vie,
ils sont dans la même situation. Au moment de déclencher la grève, celui de Fort-Roussé, puisque c'était le président Martin Ngouabi, sentira que leur pouvoir est menacé. Mais lequel? Le pouvoir de la tribu. Diversement interprété, on a prêté au président Lissouba des intentions qui n'étaient pas les siennes, parce que scientifiques. Et je vous apprends que j'ai eu à résister pour prendre la parole. Je vous dis pourquoi. Et quand j'ai écrit mon premier livre, je lui ai dit que j'ai tenu à bien expliquer votre pensée. Et devant Mavungu, mon Bouba chéri, il m'a été donné l'autorisation, je pense avoir dit à Jérémie, de rééditer Conscience de développement démocratique à mes frais. Je ne vous demanderai même pas un centime. Et j'ai attendu parce que rééditer un livre écrit par Pascal Lissouba, je suppose que vous allez écrire quelque chose. Et je me suis attardé à retenir ma promotion pour avoir précisément la totale confusion que ça soit fait par le professeur Lefoba, comme on l'a dit aujourd'hui, et pour mériter de ce couple. C'est pour cette raison que je m'engage devant la famille, donc devant moi-même, et surtout le parti, que ce livre sera réédité avec une explication supérieure. Monsieur le premier secrétaire, parce qu'il faut aller vite, d'autres vont intervenir, mais on ne donne pas le tam-tam à celui qui sait le frapper, il ne s'arrête pas. Après tout cela, en 88-89, je rencontre le président, le Premier ministre Pascal Lissouba, le professeur. C'est un mythe, j'ai oublié de vous le dire, ce qui a fait que je sois plus rapproché de lui. Quand il est passé au village, un vieux m'appelait après son départ par Lissouba. Et quand on s'est retrouvés 33 ans après, je lui ai dit, chez Ombaka Raymond, qui avait fait une rencontre, et vous savez très bien que vous vous trompez souvent en parlant du Nord et du Sud, parce que cette notion a fragilisé le président Lissouba, parce que moi qui vous parle, avec le nom en commun avec Jérémie, je ne sais pas où est-ce que vous nous placez. Peut-être dites l'Ouest. Mais je voudrais que tu te déclares toi-même. Eh bien, quand on s'est vu, je lui ai rappelé que c'était moi qui avais lu le message en 88, donc il y a 4 ans avant qu'il ne devienne président de la République. Et on me fait signe d'aller vite. Mais ceci veut dire simplement qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire, que je vais dire en 2 mots, puisque je suis quand même enseignant. Arrive le pouvoir. Mais avant le pouvoir, il y a les élections. Il y avait à la fois chez moi le sentiment du cœur et de la raison. Et quand je vous parle, je regarde le directeur de cabinet, le premier directeur de cabinet, l'excellent Martial de Paul, comme je l'appelle affectueusement, pour dire que c'est un moment exaltant, être dans le gouvernement de Lissouba. Mais je dois vous demander d'observer, même en étant assis, 1 minute pour mon jeune cadet, Mapingu, Marc. Merci. Le doyen Gamassa a des lunettes noires, donc il ne peut pas me faire signe pour m'arrêter. Le jour où nous étions l'un porte-parole de l'autre, et moi d'un autre côté, lorsqu'on a proclamé les élections, c'est d'une part, Mapingu Marc et Grégoire Lefoba, nous sommes allés à la radio. Je lui ai demandé de prendre la parole avant,
Mais pour ceux qui ne connaissent pas, quand on est ensemble, on ne parle qu'en autre langue. Nous avons la même langue, tous les mots sont communs. Donc vous qui voyez le sud partout, le nord partout, voilà un exemple. J'ai donc pris la parole pour dire que, parce que j'étais un membre influent de la direction du PCT à l'époque, parce que si vous dansez bien, qu'on ne vous reconnaît pas, dites que vous dansez bien vous-même. Donc j'étais membre, c'est moi qui ai déclaré que nous reconnaissons la défaite. Ça s'est passé dans ces conditions. Vous imaginez bien que ça soit du côté du PCT. Arrive maintenant la formation du gouvernement, je vais vite. Ce n'est pas des secrets de délibération. On annonce qu'il y a le Premier ministre, le ministre de la Coopération qui arrive et le président du PCT est reçu. Ils ont des instructions. C'est en ce moment-là qu'avec ou sans le quota, Pascal allait me prendre, c'est plus affectueux de l'appeler comme ça, comme au Parti socialiste. Eh bien, je deviens ministre dans des conditions controversées. C'est pourquoi à la télé, à la radio, j'ai fait un clin d'œil à Pascal qu'il ne faut pas agir dans l'émotion devant certaines situations. Et je vous félicite d'avoir pris des mesures de manière graduelle. Parce que quelquefois, vous ne savez pas d'où vient le mal et qu'est-ce que le mal va faire. Je vais m'arrêter simplement pour vous dire qu'il y a des petits moments importants. Lissouba est le seul homme politique, peut-être les deux avec Yombi, qui ont fait et la prison et l'exil. Et moi, j'ai eu le privilège de partager la même culture et d'avoir fait le premier voyage pendant que nous sommes en exil en Suisse à la Commission des droits de l'homme avec Mavungu, parce que quand on parle, à un moment donné, il faut donner des témoins. Avec Mavungu et Mumbouma Chéri. Et tout ce qu'il nous a dit, certainement, ils ont encore la mémoire. Mais c'est la deuxième intervention que je fais devant le PADES. Le secrétaire général a fait son exil en Belgique. Nous avons eu une réunion sur les Champs-Élysées. Ce que je vous demande, vous êtes exactement comme les gens de Mayoko, de Kélé, de Sembe, qui sont sur les richesses, ils dorment sur, ils ne connaissent pas. Il vous a été attribué l'anacronyme de Nibolek, mais c'est une injure à l'intelligence. Parce que l'irruption de Lissouba Pascal sur la scène politique a évité la bipolarisation au Congo. Il y a un triangle qui s'est dessiné. Un angle ne peut pas être en possession d'avoir tout seul. Et le Nibolek, défendez-vous. Ce n'est pas une ethnie. C'est la constellation de 24 ethnies de choses différentes. On vous le dit. Il y a les Téké, il y a les Congo. Je vous ai dit tout à l'heure ce que je ressens. Si vous voulez que je vous fasse du théâtre avec le doyen Gamassa, je le ferai agréablement en langue. Je vais pouvoir m'arrêter là, mais le plus important pour moi, c'est de vous dire ceci, que j'ai été choyé. Si le directeur du cabinet peut me permettre cela, parce que ça fait bientôt 30 ans, ce n'est pas encore un acte historique, mais pendant que le président devrait prendre le pouvoir, après le deuxième tour, il y a eu un repas au Méridien. Nous étions la délégation des Alliés. Où est-ce que j'ai été mis? Ma jeune femme qui n'avait que 26 ans et moi, à côté de Jocelyne et Pascal. Mais je vous assure que ça m'a valu l'amitié jusqu'à maintenant. Et je supporte M. Jérémy qui parle très bien, et lorsqu'il parle, vous avez le timbre, mais ça sera encore mieux dans 5 ans quand il aura tout le poids.
je pense qu'il arrivait à table simplement pour demander une information, mais il n'était pas, c'était la cour de grand. Aujourd'hui, c'est lui qui est maintenant grand. Quelle beauté de voir celui qu'on a vu en petite culotte parler à l'Assemblée quand vous le faites. Et quand vous le faites, j'ai des larmes aux yeux. Parce que quelquefois, il y a l'intonation de celui qui porte aussi mon nom. Alors, je termine pour dire que le Souba était son propre ennemi. L'intelligence lui a créé beaucoup d'inimitié. J'ai dit à Télé Congo que la simple évocation du nom de Pascal Lissouba inspire respect et considération, surtout dignité. Il a lutté pour le patriotisme économique. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui les Congolais deviennent riches par des moyens à eux. Mais pour lui, c'était par des moyens de l'État. Est-ce que je dois vous dire encore quelque chose pour que je m'arrête? Mais, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que la ZPC a été créée sous lui avec un autre nom et qui était le directeur général Mirassa Clépan et qui était le directeur adjoint moi. Et un blanc qu'on appelle Segolais qui était délégué. Marcel, malgré son âge, a beaucoup de mémoire. Mais l'anecdote, Mbaye était présent, le ministre Kouka. C'est quoi, je m'arrête là. C'est quand nous sommes en 1994, on décide d'augmenter, on devait réduire les salaires de 25%, quelque chose de ce genre. Pendant qu'il y a d'évaluation, les économistes du gouvernement, il y en a qui sont encore vivants, mais je ne vais pas citer les noms, ils disent tous, oui, Monsieur le Président, il faut augmenter. Comme je n'ai fait que l'économie politique pendant 3 ans à l'université, je lève timidement le doigt. En face, à l'époque, j'étais toujours en responsable au cabinet. Timidement, je dis, est-ce qu'il n'est pas possible, si quelqu'un gagne 100 000 francs, de les avoir 30 chaque 30 jours, que de gagner 100 000 et les toucher, c'est à 45 jours. Si c'était 25%, nous on a ramené à 17%. C'est qu'il y a une augmentation. Il avait un silo plus lourd que le mien. Il a tapé sur la table. Silence pendant 3 minutes. Et pour me détruire totalement, il dit, on fait comme presque mon homonyme a dit. Ils sont là témoins. Je l'ai dit parce que j'aime un âge avancé, tout peut m'arriver. Voilà la considération. Mais Pascal allait lui-même témoigner. Il est témoin. Un jour, il a pris Pascal en grippe devant les parlementaires de la majorité. Enfin, il y avait quelque chose. Je me suis levé, je suis allé lui dire à l'oreille que Pascal n'a pas tort. C'est le président. Et lui-même, il peut témoigner quelle était devenue leur relation après. Donc, j'ai eu dans ma vie à vivre intensement la fraternité, le respect, la considération. Mais quand je parle, j'ai un trémolo parce que c'est comme si j'étais encore dans la situation. J'aurais pu partir, mais Dieu fait grâce. Il nous a appris 3 choses au gouvernement. La solidarité, la discrétion et le sens du partage. Pendant que j'arrive ici, grâce à Lissouba Pascal, il m'avait envoyé en mission à Bouenza, à la ferme. J'arrive, je vois un éleveur, ils avaient 3 mois sans salaire. On venait de nous payer à la main nos émoluments. Un certain Mabiala. Je donne tout mon argent pour payer les 3 mois de salaire. Et hier, je constate qu'il a donné son nom
mon nom à son enfant, qui s'appelle Mabiala Lefoba Grégoire. Il a 28 ans aujourd'hui. C'est hier que j'ai eu ses contacts. Il m'a écrit ici. Tout ça, il est de Nkaï. Bon, ça c'est dans la Bourza. Tout ça, comme Pascal a pris, bon, un autre Pascal, on cache un autre. Mais Pascal, je vais quitter la scène. Je vais quitter la scène. Il est question, comme je l'ai dit à Paris, quand j'ai parlé des mines, c'est parce que vous êtes sur une richesse. Il faut créer les conditions permissives pour recréer avec les martials, tout le monde, la grande famille, ayez des passerelles. Ce qui a été sera. Ce qui a été sera. Ce qui a été sera. Donc, vous savez que si vous avez été applaudi 2 fois, il faut savoir vous arrêter. Parce que ça peut porter préjudice à la qualité de ce que vous aurez dit. Et vous constatez par mon silence, c'est pour vous dire toute mon amitié. Ce n'est pas parce que ce que j'avais à dire sur Pascal est arrêté. Mais je suis frustré, Monsieur Jérémy, Madame Samira, que vous ayez pris mon projet, vous avez mis dans la tête d'un plus jeune pour écrire et le publier avant les idées de Pascal Lissouba. Voilà ma seule frustration. Mais c'est un réconfort. Celui qui va prendre la parole maintenant, c'est un camarade. Il est membre du bureau politique. Un ancien président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. Mais il va prendre la parole ici en tant qu'ancien directeur de cabinet du professeur Pascal Lissouba. Ancien ministre également. J'ai cité M. Martial de Paul Ikunga, que j'invite sur la tribune. Merci beaucoup. Après tout ce qui a été dit, je ne sais pas ce que j'aurais à dire, mais évoquer Pascal Lissouba, ça ne peut pas prendre 15 à 20 minutes. Mais je veux faire un devoir avant nous, parce que j'ai entendu un intervenant avant moi, alors je lui remets. C'est Conscience, Développement et Démocratie, Pascal Lissouba, les nouvelles éditions africaines, puisqu'il veut le rééditer. Camarade premier secrétaire, chers camarades et chers amis, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, quand je suis venu directeur de cabinet de Lissouba, une des conditions a été simplement, et Lissouba l'a dit, la discrétion. Et il m'a demandé, tu ne diras rien de ce que tu verras et ce que tu feras en tant que directeur de cabinet. Nous sommes d'accord. Je lui ai dit, je vais réfléchir. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, d'accord, je vais le faire. Et plus tard, je suis allé, avant de m'installer réellement, j'ai rencontré un certain nombre de chefs d'État à sa demande. Et puis il y a un qui m'a dit, mais je constate que vous êtes jeune pour être le directeur de cabinet d'un homme aussi vieux. Vous ne pourrez pas vous parler
Et quand je suis venu, je ne lui ai pas dit. Tout simplement parce qu'il m'avait demandé de ne pas dire. C'est pour cela que c'est difficile de faire une évocation sur celui que beaucoup appelaient affectueusement papa. J'ai seulement retenu une chose de ma mère. Elle m'a dit, tu ne peux pas appeler Lissouba papa. C'est ton grand frère. Parce que lui, il est le fils d'Albert. Et c'était vrai. Albert était son père. Il m'a dit, si tu veux, il va avoir un problème. Si tu l'appelles papa, ça signifie qu'il faut que tu appelles ton grand frère papa aussi. Et je n'ai jamais appelé Lissouba papa. J'ai toujours appelé le président. Parce qu'il était le président. Je voulais rétablir une chose. Parce que ça s'est fait, ça, avant que nous ne faisions... Je ne rentre au cabinet avec cette condition. C'était d'abord chez lui. J'ai rencontré Lissouba, le président Lissouba, je l'ai rencontré en 1973, la première fois. Parce qu'en ce temps-là, j'avais le temps de parler avec lui. C'est pourquoi je dis, mais sinon je l'ai vu quand j'étais étudiant, parce que pour signer nos diplômes, et il fallait qu'il le signe. Le professeur, c'était lui. Mais ce n'était pas notre professeur à nous. Il était le professeur des professeurs plus tard. Quand nous allons à la conférence nationale, le président Lissouba n'est pas président d'un parti. Et il vient en qualité d'individualité. Il est une individualité. Et il y a deux partis, en réalité. Deux partis qui se battent. Parce qu'il y avait l'UNDP. L'UNDP, dont le président était Pierre Dzé. Et il y avait le RDPS, dont le président était Tister. Les deux partis étaient créés pour Lissouba. Ces deux partis étaient créés pour Lissouba. Et nous lui avons demandé, Monsieur le Président, pour finir cette affaire-là, puisque les uns et les autres ne peuvent pas s'asseoir ensemble, tel qu'ils l'ont dit eux-mêmes, créer un parti. N'allez pas dans le parti de l'UNDP et n'allez pas dans le parti du RDPS. Et c'est pour ça que, habitant chez Kamassa, qui va prendre la parole tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de bureaux. C'est dans la chambre qu'il a reçu Tister Chikaya, qu'il a reçu Pierre Nzé, qu'il a reçu Galibali et tous les autres pour une réunion, comme a dit le premier secrétaire, qui a eu lieu le 15 juin 1991. Mais avant cela, il y a les 419, parce qu'on a entendu parler des 419. Mais à cette époque-là, j'allais déjà avec Lissouba. Et j'étais la personne qui comptait pour lui. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que Milongo a dépassé le nombre qu'il fallait. J'ai fait un trait. Dès qu'il a dépassé ce nombre, je me suis levé, j'ai dit à Lissouba, il faut remercier Milongo, le féliciter, et il vient de gagner. Le reste là, et il s'est levé. Pendant qu'on faisait encore le vote, le président Lissouba s'est levé. Il a salué Milongo, l'a félicité de son élection en qualité de Premier ministre du gouvernement. La transition, pardon. Et c'est le 15 juin,
qu'il a réuni, qu'il a fait sa réunion des 419, qu'on appelait ça comme ça, la réunion des 419, à laquelle je n'ai pas pris part personnellement, parce que ce jour-là, c'était la première réunion du gouvernement de transition, le gouvernement Milongo. Et j'étais admis dans le gouvernement de Milongo. Sans, bien sûr, je ne l'avais pas dit à Lissouba, mais après, c'est lui qui m'a soutenu, qui m'a dit, si j'avais gagné, peut-être que tu ne serais même pas secrétaire d'État. Parce que moi, je l'ai mis 18 personnes, et c'était tout. Et tu n'étais pas compté parmi ceux-là. Je suis allé au gouvernement de Milongo. Le gouvernement de transition de Milongo. Et c'est pour cela. Je pense que nous devons la vérité. On peut dire, oui, l'UPADES a 30 ans, mais l'UPADES est né quand? Et je pense que c'est une précision qui était importante. Lorsque celui qui a présenté d'abord a dit reconnaissance juridique. Et oui, reconnaissance juridique. Par le numéro, ainsi de suite, parce qu'il faut donner un programme, il faut écrire des papiers, il faut faire beaucoup de choses. Et je vous invite en ce moment-là à prendre cette date comme étant la date de la reconnaissance juridique. Parce qu'on a déjà vu des partis plus vieux que ceux de Lissouba, plus vieux que l'UPADES, attendre longtemps parce qu'on peut créer un parti en clandestinité. Et puis avoir la reconnaissance juridique 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais le premier secrétaire a réajusté la chose en disant que le 15, il fonde l'UPADES. Parce qu'il faut mettre la différence entre la fondation et la reconnaissance juridique. Je voulais faire donner cette précision parce que on avait déjà créé l'UPADES. Quand le soir, on se retrouve chez Mungunga Nkombongila pour demander leur adhésion. Et c'est ce jour-là que Pierre Nzé a dit non, on ne dissoudra pas l'UNDP. On dit bon, garde l'UNDP. Et il y a eu une défection aussi d'une bonne partie du RDPS. Parce que pour créer le RDPS, il s'est créé en disant nous créons le RDPS parce que au retour de Pascal Lissouba, il prendra le RDPS. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, au niveau national et au niveau régional, ont quitté le RDPS pour aller à l'UPADES. Comme, en ce moment-là, ceux qui étaient à l'UNDP ont fait la même chose, puisque Pierre Nzé avait décidé de garder l'UNDP comme étant le parti. Je voulais faire donner cette précision dans lequel, bien sûr, il a été rappelé des noms des fondateurs. Mais je pense qu'on ne peut pas évoquer cette partie-là sans citer Grégoire Moubéry. On ne peut pas ne pas le citer, Grégoire Moubéry. Parce que Grégoire Moubéry était le directeur de cabinet de Pascal Lissouba quand il était ministre de l'Agriculture. Puis il a été Premier ministre. Et le matin, quand j'arrive chez Pascal Gamassa, Moubéry était déjà là. Moubéry était déjà là. Ceux qui sont arrivés après, il y avait le colonel Pika Marcel. Et puis il y avait aussi un officier, il y avait Goma. Je pense que
au moment où on fait cette évocation, et puis ils ne sont plus des nôtres. Moubédi et Goma ne sont plus des nôtres. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on fait cette évocation, il est bon de se souvenir de cela. De se souvenir de cela. Nous avions, pendant qu'on était au cabinet avec Lissouba, parce qu'il y a des interrogations aussi sur la vie de Lissouba. Et une des interrogations, on en a beaucoup parlé de ça à la conférence nationale. C'était les assassinats. J'en parle, parce que c'est avant que je sois directeur de cabinet. Nous avons eu des éléments sur cela. On n'en a rien dit. Parce que Lissouba, lui, nous a interdit de parler de ça. En disant tout simplement, je sais ce que... Pourtant, quand il s'est agi à la conférence nationale, il n'a pas lu totalement. Il n'a pas lu totalement le texte que j'avais préparé pour lui. Parce que, je m'excuse de le dire, un parent lui avait dit de demander pardon. Et ça l'a complètement perturbé. Est-ce que c'est la raison de la chute de l'élection? Mais ça ne fait rien. Puisque plus tard, quand Lissouba devient président de la République, d'abord il devient président de la République, mais quand il devient président de la République, il prend Milongo comme président, un des présidents de l'Assemblée nationale. C'est ça la vengeance de la vie. J'ai eu l'occasion, puisque nous allons découvrir aussi la pensée politique. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Parce que, avant moi, les témoignages qui ont été faits, ils auraient pu nous occuper toute la journée ici. J'ai connu chacun d'eux ici. J'étais en fonction. Mais je sais qu'en les entendant parler, ils auraient pu dire plus. C'est pour ça que j'ai accepté de venir témoigner cela, faire cette évocation également, pour inviter surtout notre jeunesse. Surtout notre jeunesse. Les idées de Pascal Lissouba. Les idées de Pascal Lissouba sont les idées du Congo. Sont les idées du Congo. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir entendu quelqu'un dire devant un micro, tribu classe, c'est que la personne avait une connaissance beaucoup plus élevée que tous les autres. Parce que quand je suis ministre, je fais la première l'exposition des ordinateurs. Ça, c'était un conseil de Pascal Lissouba. Parce que notre pays a été de l'Afrique noire le premier à posséder l'ordinateur qu'on avait, le IBM 36, qu'on avait au centre mécanographique. Nous étions très en avance. C'est pour cela que j'étais en train de dire, chacun d'eux, dans la présentation qu'il a faite, il aurait pu parler de Lissouba beaucoup plus longtemps. Ce que je vais dire aussi, peut-être pour terminer, parce que ça fait partie de l'évocation. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, Lissouba, nous l'avons connu comme ça. Parce que les gens disaient de lui qu'il était brillant. Oui, Lissouba était brillant. L'homme était brillant. L'homme était brillant.
Et je veux que son parti soit à l'image de cet homme. Et donc, ça sera le parti du Congo, parce que l'image qu'il avait du pays, c'est vraiment ça. Je l'ai dit, on passerait du temps à parler de ça, même en le contournant. Mais, comme tout au début, j'ai remis à Lissouba, à Lefoba, mais c'est pareil. Vous savez que quand il n'a pas dit, mais il avait un parti politique. Il avait un parti politique. Et le parti politique, quand il le crée, il va faire le congrès, le premier congrès du parti politique qu'il a fait. Il est allé le faire à Sipiti, où il parlait que son patois. Alors, je lui ai donné ce livre. Maintenant, je vais donner... Oh, ce n'est pas pour lui, parce qu'il est jeune. Jérémie. Tiens ça. Je le remets, j'aurais pu le remettre à Gamassa, mais je peux le donner à la jeunesse. On peut avoir, parce que le parti est un instrument que Lissouba a donné au Congo. A donné au Congo. Donc c'est la propriété de celui qui l'a. C'est la propriété du Congo. Aujourd'hui, nous évoquons la personne. Peut-être que c'est la dernière fois. Mais nous nous souviendrons toujours que le parti, il a donné au Congo. Il a donné toute sa vie, il a donné, et il a pensé réellement à ça. C'est pour ça que, quand nous allions à Bakongo, les gens regardaient, je n'ai pas fait ça, mais ils disaient, ah, bouton manchette Kaloueti. Bouton manchette Kaloueti. C'était peu de choses. C'était peu de choses. C'est pour cela que, du haut de cette tribune, je pense que nous réaliserons cela ensemble. C'est une association dont le siège existe, mais où il n'y a pas, j'attends, pas comme a dit le Fouba, mais j'attends d'avoir de l'argent pour qu'on ait comme eux. Maintenant, c'est les hologrammes, avec les hologrammes, on peut le faire. Mais on peut avoir aussi une statue dans laquelle les gens qui passeront diront « Ah! Où est le soao? N'a mangé de calouette. » Ce monsieur de tous les temps. Vous savez, je vais terminer là. Quand on voit la présentation, ceux qui ont représenté, ceux qui ont fondé l'UPADES, dans sa reconnaissance juridique, apparaissent Kikouangot, Poignet, Tamba. Je me suis arrêté là. Parce que eux, ils avaient une fonction différente. Je connais la fonction de Matanga. Matanga est devenu fondateur, mais ce n'est pas lui qui a déposé le papier. Ce n'est pas lui qui a déposé le papier. Mais j'étais directeur de cabinet déjà. C'est des partis que je laisse dans l'ombre. Ce n'est pas lui qui a déposé le papier. Il était secrétaire général adjoint. J'ajoute adjoint. Et Munari était chargé des finances. Mais les autres, ils avaient pour pouvoir de représentants personnels du président de la République dans les régions qu'ils avaient. Et parmi eux, on ne cite pas certains. Il y avait dans la Liguala,
il y avait dans la sangha, il y avait dans la cuvette. On ne les cite pas. On ne les cite pas. C'est pour vous dire tout simplement que quand nous rendons hommage, quand on veut faire l'histoire de notre parti, il ne faut pas oublier ces choses-là. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Je vais m'arrêter là. Camarade premier secrétaire, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité de dire ça. Merci. Je vais donc ici et maintenant inviter le camarade Pascal Gamassa à prendre la parole pour un mot de la famille. Président, vous avez la parole. Camarade premier secrétaire de notre parti, camarade membre de la direction de notre parti, camarades militants et sympathisants de notre parti, distingués invités, mesdames et messieurs. Au moment où je me mets devant vous pour faire ce témoignage sur mon aîné Pascal Lissouba, comprenez que mon émotion pourrait être insupportable. Lui, que nous aurions voulu voir encore longtemps parmi nous, mais hélas, irréversiblement, les choses se sont passées comme voulu par la loi de la finitude. Et voilà que nous ne le pleurerons jamais assez. C'est en effet en septembre 1958, à Dolisie, que fut ma première rencontre avec mon aîné, Pascal Lissouba. Il était venu en vacances avec son épouse Annette et leur petite-fille Mireille. Je me souviens qu'au cours de cette rencontre, me prenant par la main, la première question qu'il me posa d'emblée fut celle de savoir quel était mon âge. Je lui répondis que j'avais 18 ans et lui de dire 18 ans révolus. Ne pouvant lui répondre, car je ne connaissais pas la signification exacte de ce mot révolu, je me suis donc tu. Et lui de reprendre en langue zébi, où ça yormevait. Alors, et après, il se retourne vers sa femme. Il dit, tu vois, ma chérie, notre langue est une langue qui s'apparente à l'arabe. C'est-à-dire une langue gutturale, avec des mots comme masora, khatma hulu, rodemu sulu. Donc, khatma hulu, c'est-à-dire gratte-moi le pied, fais-moi la bouillie, etc. Alors, quel ne fut pas mon étonnement de voir ce frère qui avait quitté si longtemps le pays se livrer à un tel exercice. Après un bref séjour à Dolisie, il me demanda de l'accompagner à Tinguidi rendre visite à la famille. Ce qui m'a beaucoup frappé durant notre séjour au village,
c'est le degré élevé de simplicité et d'humilité de cet homme qui plus est mangeait sans complexe ni caprice les repas de son terroir. En 1962, quand il rentre définitivement au Congo, je suis déjà à Brazzaville, occupant les fonctions de chef de cabinet au ministère des Mines et de l'Industrie. Lui, par contre, résidait à Pointe-Noire en tant que chef de service d'agriculture, puis directeur général. Et chaque fois qu'il était de passage dans la capitale, il ne manquait pas de nous rendre visite, et l'occasion lui était donnée, comme une sage femme, d'apprendre à mon épouse comment faire un biberon, car nous venions d'avoir un bébé. Au plus grand de nos enfants, il conseillait à sa belle-sœur de ne pas leur donner le manioc le soir, mais plutôt un bol de lait et une tartine de pain. Car il disait que le manioc était trop lourd pour les enfants. Ils pouvaient faire des cauchemars la nuit. Et le matin, ils seraient fatigués, épuisés et n'étaient pas en mesure d'aller à l'école, donc de manière tout à fait comme il se devait. Ce conseil, il est donné pratiquement à tous les membres de notre famille. Le lait étant un aliment complet, on n'est donc pas étonné de voir certains de nos enfants avec une taille largement au-dessus de la moyenne. En 1966, quand il démissionne de son poste de Premier ministre, il nous rejoint à l'OCH. Et c'est là où nous avons passé de véritables moments de fraternité. Pour ses parents qui venaient passer quelques moments auprès de lui, il s'est montré en effet comme un enfant digne de ce nom, particulièrement pour sa mère, qu'il chérissait. En effet, combien de fois ne l'ai-je pas surpris en train de lui laver les pieds, lui couper les ongles soigneusement. Combien il n'a pas passé des nuits à l'hôpital pour garder lui-même sa mère, malgré ses nombreuses responsabilités qu'il avait à l'université. Et pourtant, ma femme était là, et d'autres membres de la famille, mais il voulait le faire lui-même, car, disait-il, personne ne pouvait aimer sa mère plus que lui-même. Au niveau de la famille, au sens large du terme, bien sûr, il accordait une attention particulière pour la formation des enfants. La preuve, c'est lui-même qui s'était chargé de préparer Gabriel Lissouba, il est là dans la salle, et feu Alain Gamassa au bac, sans oublier d'autres parents, d'autres enfants. Et il ne pouvait céder à la réception de ses amis tant qu'il n'avait pas terminé ses cours avec les enfants. Pascal Lissouba, un véritable formateur, même dans les petites choses. Par exemple, il nous apprenait comment nouer une cravate, nœud coulant ou nœud insolent. Comment ouvrir une boîte, comment ouvrir une bouteille de champagne. Donc tout ça, il nous apprenait. Passer son temps à nous les apprendre. Je me souviens encore un jour où je me suis brouillé avec ma femme. Bon, à vrai dire, il y avait quelques violences. Il était rouge de colère. Et il nous dit, suivez-moi. Nous venons tous les deux avec ma femme, un peu comme des badauds. Il dit, allez, montez dans la voiture. Il nous place derrière la voiture, il est au volant. Direction route du Nord.
Sur cette route, il fait la musique, il nous raconte les anecdotes. Puis avant d'arriver, il était presque déjà 22 heures. Et avant d'arriver au PK 45, il sort une anecdote si piquante que nous nous sommes mis à rire, mais vraiment à suffoquer, je ne sais pas comment je peux dire. C'est-à-dire qu'on avait mal aux côtes. Et quand tout s'est calmé, il dit, bon, maintenant on peut repartir. Nous sommes donc revenus, il me produit quelques conseils, on ne frappe jamais sa femme, il faut instaurer le dialogue et l'entente dans l'amour. Enfin, depuis ce jour, vous pouvez me croire, nous voici bientôt 60 ans, mon beau-frère Ikunga est là. Bientôt 60 ans, je n'ai plus jamais porté la main sur ma femme, grâce à ces conseils. Pascal Lissouba était un homme droit, un homme de rigueur, de conviction, aimant intensément le travail. Il avait horreur du vol, du mensonge, de la tricherie et ne cessait de nous mettre en garde contre tous ces fléaux. Un homme qui a fait honneur à sa communauté. Bref, c'était un modèle. C'est dire qu'il n'a jamais été tenté par l'esprit de tribalisme. Vous avez vu même tous ici, on a parlé ministre. Moi, je suis son frère, le parti est né dans ma maison, je n'ai pas été ministre. Alors je disais que c'est dire que Pascal n'a jamais été tenté par l'esprit de tribalisme. En effet, dans toutes les fonctions qu'il a occupées, étatique ou politique, il ne s'est jamais fait entourer de ses propres parents. À titre d'illustration, lors de son accession à la magistrature suprême, il n'a eu à nommer à peine qu'un seul ministre de son ethnie. Grâce, il était même délégué, voilà. Délégué, il n'était même pas ministre plein. Et à la fin du mandat, on nous ajoute ça. Tout ça grâce à l'intervention de ceux qui s'appelaient à l'époque ses compagnons. Quant à ma propre nomination comme ambassadeur au Gabon, celle-ci fut pilotée par la pression des parents originaires de ce pays. Vous voyez, c'est même pas lui. Et pour s'en convaincre encore, il faut noter que ce ne fut pas de gaieté de cœur qu'il me confia la responsabilité de son parti en 2006. 2006. Car il ne voulait pas qu'on puisse le traiter de tribaliste. Et c'est pourquoi il tenait à la tenue d'un congrès en vue d'élire par voie démocratique celle ou celui qui devait prendre la direction de son parti. Au vu des résultats de notre congrès de 2013, je crois que cette volonté du président a été bel et bien respectée. Alors je dis donc que cette volonté a été respectée et je suis très heureux d'avoir passé le témoin à un camarade. J'ai cité le camarade Pascal Satima Biala, un autre Pascal, et qui, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, fait tout son mieux pour garder jalousement la maison UPADES. Au moment où le parti souffle une autre bougie, marquant ses 30 ans d'existence, je saisis cette occasion solennelle pour rendre à mon nom personnel et au nom de toute la famille Lissouba un vibrant hommage à tous les cadres, militants et sympathisants de notre parti et particulièrement son premier secrétaire, le camarade Pascal Satima Biala, pour son courage,
et son esprit de haute responsabilité à diriger le parti. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler que Lissouba était un humain fait de chair et de sang. Tous ceux qui l'ont mal jugé l'ont peut-être mal compris et je leur demande pardon. Pendant qu'il devrait s'occuper de sa famille et de ses enfants comme un véritable chef de famille, il ne l'a malheureusement pas totalement fait pour s'occuper uniquement des problèmes de la nation. Cette nation congolaise qu'il a tant aimée. Homme conséquent, il était pour le bien-être de notre pays. Ses intentions n'étaient que celles de servir le Congo, mieux l'Afrique en général. Hélas, aujourd'hui, il nous a quittés en toute dignité, mais que sa philosophie ne cesse de nous inspirer jusqu'au bout. Nous avons donc perdu un éminent parent, un grand homme, un patriarche, que nous ne reverrons plus jamais. Mais son souvenir restera toujours vivace dans nos cœurs. Le professeur Pascal Lissouba est parti, mais il nous a laissé à tous, je dis bien à tous, un grand héritage, son parti, du PADES, que nous devrons tous, dans l'unité, préserver jalousement pour le laisser aux générations futures. Bonne fête pour les 30 ans de notre parti et je vous remercie.